Elle a prononcé mon nom comme si quelqu'un crachait du poison. Le premier mot du message m'a transpercé comme un couteau, avant même que je puisse comprendre le reste. J'étais assis sur le canapé, pliant tranquillement une serviette, lorsque le téléphone de ma fille a vibré sur la table. L'icône d'enregistrement a clignoté à l'écran et, presque automatiquement, j'ai appuyé sur lecture. Je ne m'attendais pas à entendre quelque chose d'inhabituel, peut-être un message rapide à son mari, une liste de courses ou autre chose d'insignifiant. Mais le son provenant du téléphone n'était pas anodin. C'était une phrase. Sa voix n'était pas celle qu'elle utilisait habituellement avec moi. Aucune tendresse, aucun respect, juste une froideur calculée. C'était comme si je n'étais pas une mère, comme si j'étais un obstacle. Chaque phrase me déchirait, et pourtant je ne pouvais l'éteindre. Mes mains tremblaient, mais mes oreilles restaient collées à ce doux poison, comme quelqu'un qui regarde un incendie ravager sa maison sans pouvoir bouger. Ces paroles persistaient à des endroits que je ne voulais pas revoir. Des rires étouffés, des phrases rapides, des mentions de mon nom comme si j'étais un poids mort, un fardeau dont il fallait se débarrasser. Je connaissais les regards impatients, les murmures entre elle et son mari à chaque fois que je m'approchais. J'avais toujours senti la glace cachée sous cette amitié étudiée. Mais entendre cet acquiescement, brut et sans phare, était différent. C'était comme si je voyais le monstre qui avait toujours rôdé devant la porte enfin entré dans la pièce. La gorge serrée, je me demandais, jusqu'où une fille irait-elle pour blesser sa propre mère? Le doute me rongeait. Ce plan était-il déjà en marche? Avais-je été aveugle depuis le début, croyant à une affection qui n'existait pas? Des images défilaient dans mon esprit. Anniversaire, faux câlin, cadeau sans âme. Tout me semblait un masque, une cruelle mise en scène où je n'étais qu'un personnage secondaire. L'horloge murale marquait les secondes avec un cliquetis métallique. Chaque coup était comme une pelletée de terre jetée sur quelque chose en moi qui se mourait. J'essayais de me convaincre que je l'avais peut-être mal comprise, que ce pouvait être quelqu'un d'autre. Mais sa voix répétait sans cesse mon nom. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Elle était à la fois pour moi et contre moi. Ma respiration devint saccadée. Mes jambes faiblissaient, comme si le sol m'entraînait vers un abîme invisible. Le monde, autrefois paisible et routinier, était devenu un champ de mines. Comment pouvais-je vivre sous le même toit, sachant que ma fille complotait contre moi en secret? Comment pouvais-je m'asseoir à la même table, partager le pain, entendre « Bonne nuit, maman », sans me souvenir de la lame cachée dans ces mots gravés? J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Pleurer aurait été un soulagement, et il n'y avait pas de place pour cela cette nuit-là. Ce que je ressentais était tout autre. Une force étrange, presque sauvage, montait du plus profond de ma poitrine. C'était comme si le poison qu'elle distillait avait réveillé quelque chose de latent en moi. Une femme peut rester silencieuse longtemps, mais elle n'est pas faite de poussière. Je savais avec une clarté terrifiante que cela ne s'arrêterait pas là. Le message vocal n'était pas un simple commentaire futile. C'était un avertissement. Le signe avant-coureur d'une tempête. Et malgré la douleur, quelque chose en moi comprenait. Je devais écouter la fin, retenir chaque mot, car un secret révélé de cette façon ne brise pas seulement les liens. Il ouvre des portes qui ne se referment plus jamais. Et lorsque l'enregistrement s'est terminé, je suis resté immobile, le regard perdu dans le vide. L'écho de sa voix résonnait encore dans ma tête, se répétant comme une phrase qui ne souffre aucune objection. Dans ce silence pesant, une question est née et s'est gravée dans ma mémoire. Que peut me faire ma fille, et jusqu'où suis-je prête à aller pour l'empêcher de gagner? J'étais assis à table, encore hébété, les nouvelles tourbillonnant dans ma tête. Chaque mot de ma fille semblait résonner sur les murs de la maison comme s'il avait imprégné l'air. Impossible de l'ignorer. Le silence autour de moi ne me réconfortait pas. Il ne faisait qu'intensifier la douleur. J'ai regardé la nappe, ces fines broderies usées par des décennies d'utilisation. Et j'ai réalisé que ce tissu avait été le témoin de tant de conversations familiales, de tant de rires et de tant de moments où je ressentais un sentiment d'appartenance. Maintenant, cependant, j'avais l'impression d'être sur la scène d'une farce. J'avais l'impression d'être assis dans un théâtre vide, écoutant l'enregistrement d'une répétition macabre où j'étais un personnage sans voix. J'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être une exagération, que je l'avais mal interprété, mais le ton froid, presque calculateur, de sa voix ne laissait aucune place à l'erreur. Ce n'était ni un oubli, ni un malentendu. C'était intentionnel. Et cette prise de conscience pesait plus lourd que n'importe quelle trahison pure et simple. Car quand quelqu'un qu'on aime secrètement nous blesse, ce n'est pas seulement le cadeau qui saigne, c'est tout le souvenir qui est terni. Les anniversaires, les câlins, les conseils échangés, tout devient suspect.
Comment puis-je croire ce que j'ai vécu alors que je sais maintenant qu'il y avait une ombre derrière le sourire? À chaque pensée, une nouvelle scène se formait dans mon esprit. Je me souvenais des moments où elle détournait le regard quand je disais quelque chose de simple, comme si mes mots n'avaient aucune valeur. Les soupirs d'impatience quand je mettais trop de temps à atteindre un objet dans le placard. Les commentaires déguisés en plaisanterie. « Maman, tu ne comprends plus ce monde moderne. » Chaque détail que j'avais jusque-là digéré en silence me revenait maintenant avec une force renouvelée, comme des pièces de puzzle révélant enfin le tableau macabre. Je n'étais pas simplement ignoré. J'étais remplaçable. Et à cet instant, quelque chose d'encore plus douloureux m'est apparu clairement. Il ne s'agissait pas seulement d'amour familial. Il s'agissait de respect, de dignité. Ce message menaçait non seulement la relation mère-fille, mais aussi mon existence même dans cette maison. Être invisible était déjà une vieille blessure, mais être la cible consciente d'une manipulation était une blessure ouverte. C'était comme si je vivais dans une maison où chaque mur pouvait cacher un piège, où chaque geste apparemment banal pouvait s'inscrire dans quelque chose de bien plus vaste. Le plus dur a été de réprimer l'envie de la confronter immédiatement. J'avais envie de lui demander, de crier, d'exiger des explications. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait que c'était inutile. Elle niait, riait, me prenait pour une exagération. Et je redevenais la mère dramatique, la vieille femme qui ne sait pas interpréter les choses. Cette pensée me faisait presque aussi mal que le message lui-même. Car je réalisais que ma parole ne comptait plus à ses yeux. Puis une autre flamme s'est allumée dans ma poitrine. Pas encore celle de la vengeance, mais celle de la résistance. Il me fallait être patient. Il me fallait observer, écouter, rassembler les fragments jusqu'à obtenir plus qu'un simple souvenir audio. Car ce que j'entendais n'était pas qu'une confession. C'était le début de quelque chose de plus grand. Et je n'allais pas le laisser passer inaperçu. Pas cette fois. Il y a des moments où la vie vous pousse contre le mur. Et il ne vous reste plus qu'à décider si vous voulez être le tableau qui reste figé ou la fissure qui fait s'écrouler le mur. C'est peut-être pour cela que tant de gens restent ici après chaque révélation. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible une fois la vérité révélée, même par fragments. Personnellement, je ne pouvais plus fermer les yeux. Je me suis levé, j'ai éteint la lumière du salon et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Ce n'était pas le visage d'une femme vaincue. C'était le visage d'une femme avec des cicatrices, certes, mais aussi la force tranquille de quelqu'un qui avait appris à attendre le bon moment. Le message vocal n'était que la première fissure. Et je sentais déjà que cette fissure s'élargirait de jour en jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une pierre debout dans le château de mensonges qu'ils avaient construit autour de moi. Au fond de moi, je savais que ce que j'avais entendu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et le reste, encore caché, avait le pouvoir de tout réduire en cendres. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je me tournais et me retournais, le regard fixé sur le plafond sombre, comme si les ombres qui y dansaient étaient la continuation des mots qui résonnaient encore en moi. Chaque phrase de sa voix me semblait tatouée sur la peau, brûlante, comme un rappel obsédant que quelque chose avait été irrémédiablement brisé. J'entendis le bruit du portail, son rire lorsqu'elle arriva avec son mari, et un frisson me parcourut le corps. La confiance qui m'avait autrefois habité n'était plus là. Seul subsistait un étrange mélange de peur et de vigilance, comme quelqu'un vivant en territoire hostile sans issue. Le silence du petit matin était rompu par le tic-tac de l'horloge, et chaque seconde semblait m'enfoncer plus profondément dans un labyrinthe obscur. Je me demandais ce que cela donnerait si je les affrontais directement, si je leur disais tout, si je leur montrais que je savais déjà. L'image était claire dans mon esprit, ma fille dans le déni, mon gendre riant avec ce regard méprisant, tous deux me traitant de vieille femme perdue. J'entendais déjà ces mots. « Tu imagines, maman, tu as besoin de repos. » C'était comme une scène répétée, et j'allais perdre à nouveau. Cette prédiction me fit taire. Mais à côté de la peur, il y avait quelque chose d'inévitable. Une étincelle d'espoir, si faible qu'elle semblait trop fragile pour exister, et pourtant elle brûlait. L'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais inverser la tendance. Le contraste entre cette timide lueur et l'obscurité pesante de la trahison me tenait en alerte constante. Comme dans une pièce éclairée par une simple bougie, le moindre mouvement d'air pouvait éteindre la flamme ou l'attiser. J'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé. Les conversations interrompues dès mon entrée dans la cuisine. La façon dont ma fille évitait mon regard, les yeux rivés sur son téléphone comme si elle ne supportait pas le risque d'être découverte. Le rire trop bref, l'étreinte trop rapide, le « bonjour » automatique qui sonnait comme une obligation.
Chaque petit geste devenait la preuve silencieuse d'un secret plus profond. Et ces nombreux indices ont déclenché en moi un sentiment d'urgence. Quelque chose se tramait sous la surface, quelque chose qui allait bientôt émerger. Le dilemme me rongeait. Une partie de moi voulait s'accrocher à cet espoir et croire que le véritable amour se cachait encore dans les fissures. Une autre partie, plus dure, plus réaliste, savait que je devais peut-être accepter que cet amour était déjà érodé jusqu'à l'os. Ce combat intérieur me consumait, telle une vague qui monte et descend, emportant tout en elle. La maison semblait coopérer avec moi. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit et j'aurais juré entendre des pas dans le couloir, des murmures dans le salon ou le grincement d'une chaise. Peut-être était-ce simplement mon imagination, alimentée par la peur, mais j'avais l'impression que des secrets flottaient librement dans les pièces tandis que je faisais semblant de dormir. J'avais l'impression de vivre dans un théâtre où les autres acteurs répétaient dans mon dos, attendant le moment propice pour le spectacle principal. Le lendemain matin, lorsque la lumière filtra à travers les rideaux, elle n'apporta aucun soulagement. La luminosité ne fit que souligner davantage les visages tendus au petit déjeuner, les regards fugaces entre ma fille et son mari, et le poids invisible qui pesait sur la table. Je souris, mais mon cœur battait la chamade comme quelqu'un qui entend des pas approcher dans l'obscurité. La tension ne diminua pas avec le temps. Elle se transforma simplement en un silence différent, plus dense et plus dangereux. Et dans ce silence, j'ai compris, le message vocal n'était pas un incident isolé. C'était simplement la porte entr'ouverte d'un secret bien plus grand. Et cette porte, une fois ouverte, ne se referme plus jamais. J'ai remarqué des détails, comme des fissures dans un vieux mur qui serait passé inaperçu auparavant, mais qui trahissait maintenant la structure bientôt fragile. La façon dont ma fille serrait trop fort sa tasse de café, évitant mon regard, le silence gêné de mon gendre lorsque j'entrais dans la pièce, même le bruit de la porte se refermant brusquement, presque avec impatience, derrière moi. Ces petites scènes se répétaient quotidiennement, transformant la maison en scène de tension inexprimée. Et moi, au cœur de ce scénario, je me sentais à la fois spectatrice et victime, comme si la vie avait décidé de me jouer toute la pièce sans m'en donner le texte. Il y eut des moments où je tentais de me leurrer. Je laissais mon regard errer dans le jardin, vers les pots que j'avais entretenus pendant tant d'années, vers les fleurs qui continuaient simplement à fleurir malgré ma négligence. Là, je poussais un soupir de soulagement, comme si un lourd fardeau m'avait été enlevé. Mais seul le tintement d'un verre dans la cuisine ou un rire étouffé suffirent à m'envelopper à nouveau. Le contraste entre l'odeur fraîche de la terre humide et le froid de la maison était brutal. C'était comme si deux mondes coexistaient, l'un me rappelant que la vie pouvait encore s'épanouir, l'autre m'avertissant que quelque chose de pourri se propageait par les racines. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont l'amour peut être déformé. Comme une rivière autrefois limpide qui se remplit lentement de boue. Les bons souvenirs étaient toujours là, mais mêlés à la boue fraîche, indissociable. À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage et de laisser un signe silencieux indiquant que le message les a touchés, car ils savent combien il est cruel de voir la boue tout recouvrir et l'éclat de l'eau disparaître. Au milieu de tout cela, je me demandais parfois s'il subsistait une étincelle de bonté chez ma fille, un fragment caché sous les couches d'ambition et de mépris. C'était un doute douloureux, mais aussi humain. Peut-être s'était-elle perdue dans de mauvaises décisions, peut-être était-elle manipulée. Le cœur d'une mère cherche toujours des excuses, des alternatives pour éviter d'affronter la vérité. Mais les preuves, aussi fragmentaires fussent-elles, s'accumulaient comme des pierres sur mes genoux, pesant chaque jour davantage. Les soirs calmes, je laissais mes doigts glisser sur le bois de la table à manger et me remémorais l'époque où elle était encore une petite fille, étudiant avec moi. Le contraste était saisissant, de la jeune fille qui cherchait ma main pour tenir son crayon à la femme qui, de cette même main, signait maintenant des papiers qui m'excluaient. Ces images s'écrasaient en moi comme des vagues s'écrasant sans cesse contre le même rocher. Et dans ce tourbillon de souvenirs et de soupçons, j'ai pris conscience de quelque chose d'encore plus troublant. Le problème ne résidait pas seulement dans ce que j'entendais dans ce message, mais dans ce qui n'avait pas encore été dit. Il y avait des moments de silence plus éloquents que n'importe quelle parole enregistrée. Des regards complices entre elle et son mari, des silences chargés de sens cachés. Et je savais que ces silences recelaient encore des révélations qui pouvaient tout changer à jamais. C'était étrange comme le temps semblait s'étirer dans cette maison. Les minutes ne s'écoulaient plus comme autrefois, légères et presque imperceptibles. Elles traînaient avec elles des chaînes invisibles, lourdes et chargées de significations cachées. Chaque geste de ma fille était une énigme. Chaque regard de mon gendre semblait dissimuler une phrase silencieuse. Et moi, observateur, je ne pouvais plus vivre sans observer. C'était comme si je me tenais devant un vieux tableau,
où chaque craquelure révélait plus que l'image originale. J'ai réalisé que la peur ne provenait pas d'événements majeurs, mais de petits détails. Une assiette oubliée négligemment dans l'évier, un murmure interrompu par une arrivée inattendue, le bruit rapide de messages tapés et effacés. La peur était omniprésente, s'infiltrant comme une fine poussière qui s'accumule sans qu'on s'en aperçoive. Et en même temps, un étrange espoir se cachait dans le simple fait d'observer. Le sentiment que je pouvais transformer cette fragilité en force, si seulement je parvenais à rassembler les pièces. Je me souviens d'un après-midi où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce de reflets dorés. L'espace d'un instant, la beauté de cet instant m'a coupé le souffle. Mais un instant plus tard, j'ai vu l'image de ma fille sur le téléphone se refléter dans la fenêtre. Elle riait doucement, la main sur la bouche, comme si elle cachait bien plus que des mots. La scène était presque ironique, la lumière inondait la pièce, et pourtant l'obscurité était là, juste à côté de moi. Ce contraste se répétait sans cesse. Quand l'espoir surgissait, fragile comme une fleur menaçant d'éclore dans le béton, la peur le suivait bientôt, l'écrasant sous le souvenir du message vocal et la certitude que quelque chose de grave se tramait. Cette hésitation me consumait. C'était comme marcher sur un pont suspendu. Un pas ferme me rapprochait du passage, un faux pas de plus pouvait me précipiter dans l'abîme. Et pourtant, quelque chose commençait à changer en moi. À chaque nouvel indice, à chaque silence suspect, je réalisais que je n'étais plus la même femme silencieuse qui acceptait tout comme une fatalité. Mon cœur souffrait, mais il s'endurcissait aussi. La douleur était réelle, mais avec elle surgissait une force dont j'ignorais l'existence. C'était comme si le poids de la trahison me poussait en avant, me forçant à lever la tête et à regarder au-delà de la peur. Il y avait des nuits où je rêvais de confrontation. Je voyais la scène sous mes yeux fermés, ma fille devant moi, le masque tombant, la vérité dévoilée au grand jour. Je me réveillais effrayée, mais en même temps pleine d'une étrange énergie. C'était comme si mon subconscient me rappelait que ce secret ne pouvait rester caché. Chaque jour qui passait, leur silence devenait plus pesant. Impossible de ne pas le remarquer. Et dans ce bruit sourd, je comprenais que la vérité approchait, inévitable, comme une tempête qu'on presse dans le vent avant même que la première goutte ne tombe. On ne savait pas encore quelle serait l'ampleur des destructions lorsqu'elles se produisirent enfin. Les jours suivants ressemblaient à une vie dans un couloir étroit, les murs semblant se rapprocher de plus en plus. L'air était lourd, et même les sons les plus banals, le cliquetis des couverts dans les assiettes, le grincement des vieilles portes prenaient un caractère menaçant. Je me surprenais à prêter attention à tout, comme si chaque détail était un indice, comme si la maison elle-même essayait de me révéler ce qui était encore caché. Il y eut des moments où l'espoir me surprit. Quand l'odeur du pain frais emplissait la cuisine le matin, je croyais presque que rien n'avait changé, que la chaleur entre nous était toujours là. Ce fut un bref souffle, mais suffisant pour me réchauffer la poitrine quelques secondes. Mais peu après, l'ombre apparut, ma fille apparut, détournée, parlant doucement au téléphone, tandis que son mari traversait le couloir sans un mot. Cette dualité me rongeait. C'était comme si je marchais sur une pierre froide et que je touchais soudain une flamme. Un contraste qui me rappelait constamment à quel point j'étais tiraillée entre deux mondes. Parfois, je m'asseyais dans le jardin et regardais les arbres se balancer. Les feuilles scintillaient au soleil, mais le vent portait le bruit sec des branches sur le point de se briser. Et je me demandais, combien de temps le tronc résisterait-il avant de s'effondrer sous le poids de sa propre fragilité ? Cette question ne concernait pas seulement l'arbre. Elle me concernait, nous, ce lien qui semblait désormais plus susceptible de se briser que de survivre. Et puis il y avait les nuits. L'obscurité transformait tout en quelque chose de plus vaste, de plus dense. Les voix que je croyais entendre derrière les portes semblaient s'amplifier, même s'il ne s'agissait que de bruits de rue. Mon corps se transformait en antenne, captant la moindre vibration dangereuse, le moindre changement de ton dans une conversation. La peur me réveillait avant l'aube, mais avec elle s'imposait une étrange détermination à rester debout et à ne pas me laisser réduire au rôle de victime passive. Ce dilemme se déployait comme un tableau d'ombre et de lumière. Parfois, je voyais des possibilités de sauver quelque chose, une lueur d'affection qui pouvait encore me retenir. Parfois, je ne voyais que l'obscurité de l'abîme, comme si tout ce qui allait arriver étoufferait toute lueur d'espoir. Cette hésitation me laissait épuisée, mais aussi alerte. Car au fond de moi, je savais déjà que ce qui était caché ne resterait pas indéfiniment silencieux. Le secret né d'un message vocal semblait grandir dans la maison, emplissant chaque pièce, comme de l'eau s'infiltrant par des fissures invisibles. J'avais l'impression que la marée montait lentement et inexorablement, et que bientôt plus rien ne pourrait l'arrêter.
Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où ces masses d'eau m'emporteraient lorsque le barrage finirait par céder. La marée montante que je sentais monter chez moi montrait des signes de plus en plus nets de sa force. De petits épisodes se propageaient comme des vagues à la vitesse d'un jet de pierre. Le simple fait d'y prêter attention modifiait le rythme des journées. Ma fille, autrefois si sûre d'elle, commençait à trébucher sur ses mots, à se corriger trop vite et à rire dans des moments où il n'y avait pas lieu de rire. Son mari, qui m'ignorait auparavant, semblait maintenant peser chacun de ses pas lorsqu'il me croisait. C'était comme s'il sentait que je regardais au-delà de la façade, comme si quelque chose en moi n'acceptait plus le rôle d'ombre. Ces changements étaient subtils, mais révélateurs. Au petit déjeuner, j'ai remarqué que ma fille évitait les choses pratiques comme les factures ou les documents, comme si chaque mot était un piège. Le soir, quand elle me croyait endormie, elle parlait très bas, et le silence imposé entre les phrases était encore plus révélateur que n'importe quelle conversation. C'était un jeu d'action et de réaction. Plus elles étaient attentives, plus il me semblait évident qu'il se tramait quelque chose d'important. J'observais tout avec le calme d'un puzzle. Chaque pièce que je trouvais semblait petite et disjointe, mais ensemble, elles formaient l'image d'un plan plus vaste. Le contraste était saisissant. Leurs efforts pour se cacher étaient proportionnels à la récompense que je tirais de la reconnaissance de leurs erreurs. C'était comme une répétition mal déguisée, où la hâte de l'acteur révèle la vérité du personnage au public. Il y eut une nuit où la tension était si intense qu'on aurait presque pu la toucher. L'air dans la pièce était immobile, et en regardant ma fille dans les yeux, j'ai vu une étrange lueur, une brève lueur de colère mêlée de peur. Ce n'était pas seulement de l'inconfort. C'était la peur d'en savoir plus que je ne le laissais paraître. Et peut-être bien. Chaque jour, chaque geste, les masques s'estompaient un peu plus. Ces perceptions, bien que silencieuses, me donnaient de la force. C'était comme regarder une graine pousser dans un sol fertile. Pour un œil distrait, rien ne se passait. Mais sous la terre, des racines poussaient, prêtes à l'instant de la percer. Cette image resta gravée dans mon esprit et renforça ma certitude que chaque effort, chaque silence, porterait ses fruits. Le temps jouait en ma faveur, même lorsqu'il semblait m'opprimer. C'est incroyable de voir comment chacun se retrouve dans de telles situations. Certains ressentent la douleur de ne pas être entendus, d'autres la force d'apprendre à attendre. Peut-être que vous aussi, vous en reconnaissez un peu dans votre propre histoire. Et si oui, partagez vos réflexions, car souvent, dans cet échange silencieux, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Au fond de moi, je le savais, les pièces bougeaient silencieusement, et bientôt elles ne seraient plus de simples fragments cachés. L'échiquier tout entier se révélerait, et alors, plus rien ne serait comme avant. Les changements que je remarquais dans chacun de ces gestes commençaient à se transformer en quelque chose de plus grand, presque tangible. L'atmosphère de la maison était chargée, comme si l'air recelait des secrets indicibles. Parfois, le silence était si pesant qu'il semblait plus bruyant que n'importe quelle dispute. J'observais chaque détail. Ma fille détournait le regard quand j'entrais dans la pièce. Mon mari fouillait nerveusement dans les tiroirs à la recherche de papier, raccrochait précipitamment dès qu'il remarquait ma présence. C'était comme si les murs contenaient des histoires que je n'avais pas encore pleinement entendues. Il y a eu des moments où j'ai presque cru que la vérité allait me sauter aux yeux. Comme un après-midi où j'ai entendu la porte de sa chambre entr'ouverte et sa voix douce dire quelque chose qui ressemblait à « Elle a déjà compris ». Mon cœur s'est emballé, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. J'ai continué à marcher, chaque pas pesant, comme si je traversais un couloir étroit où le doute n'avait pas sa place. Ce sentiment de révélation imminente me tenait en éveil, mais il m'a aussi accablé d'un poids difficile à porter. C'était étrange comme même les objets semblaient différents. La table à manger, autrefois symbole d'unité, était désormais le théâtre de longs silences et de regards ininterrompus. La maison qui m'avait toujours accueilli se transforma en un lieu de tension, comme si chaque pièce contenait un piège invisible. Le contraste était cruel. Là où régnait la chaleur, régnait désormais le froid. Là où régnaient les rires, il n'y avait plus que la formalité. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, je percevais une lueur d'espoir. De petites certitudes me confirmaient que je n'imaginais rien. C'était comme si la vérité éclairait faiblement les couloirs obscurs, révélant juste assez pour me permettre de continuer. Ce mélange d'espoir et de défi me donnait de la force. Je me voyais comme quelqu'un traversant un pont branlant, mais à chaque pas, je réalisais qu'il tenait encore la route. Ces contrastes étaient constants. Certains jours, je ressentais des progrès, comme si de nouvelles pièces venaient compléter le puzzle. D'autres jours, l'incertitude me consumait, comme si les cartes avaient été redistribuées.
Ce changement était non seulement épuisant, mais aussi éclairant. Il démontrait que la vérité n'apparaît pas d'un coup, mais par fragments que seule la patience permet de reconstituer. Je savais que j'avançais vers quelque chose d'important. La tension sur leur visage, leurs gestes de plus en plus insouciants, tout indiquait une conspiration qui ne pouvait rester cachée plus longtemps. Et au fond de moi, je sentais qu'une fois ce secret enfin révélé, il n'y aurait plus de retour en arrière possible, seulement l'inévitable transformation qui se déroulait déjà sous mes yeux. Chaque jour, les fissures entre nous se creusaient, comme celles d'un vieux mur après la pluie. Le silence, qui aurait pu être interprété autrefois comme de la négligence, pesait désormais sur moi d'un poids presque étouffant. Je voyais dans ses yeux une tentative de dissimulation, mais en vain, le corps parle quand la bouche se tait. Son mari, quant à lui, semblait aux prises avec une peur invisible, comme s'il observait chacun de mes mouvements, jaugeant ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je pourrais découvrir. Cette tension n'était plus souterraine, elle remontait à la surface, même si personne n'osait la nommer. Les jours commencèrent à dégager une atmosphère étrange, comme si la maison était illuminée par une lumière qui n'atteignait jamais sa pleine puissance. Le matin, le soleil brillait à travers les fenêtres, emplissant la pièce de lumière, mais rien ne pouvait dissiper la sensation d'ombre qui persistait. Le contraste était troublant, la lumière extérieure persistait à révéler la beauté, tandis qu'à l'intérieur, tout semblait étouffé, lourd, suspendu dans l'air. On avait l'impression de vivre dans un environnement dont la façade brillait, mais dont l'intérieur recelait des secrets qui empoisonnaient même le silence. Au milieu de tout cela, j'oscillais moi-même entre confiance et doute. Il y avait des moments où la lucidité m'envahissait, et j'étais absolument certain que la vérité allait bientôt se révéler sans effort. Mais il suffisait d'un geste plus affectueux, d'une parole douce, pour que le doute me rongeât à nouveau. Avais-je exagéré ? Avais-je encore de la place pour croire en une innocence cachée ? Ces questions me hantaient, et mon cœur vacillait comme une flamme au vent, tantôt vive, tantôt presque éteinte. Je me souvenais des moments où je me promenais dans le jardin, scrutant le mouvement des arbres en quête d'une réponse qui ne venait jamais. Les feuilles bruissaient, le vent soufflait, et je songeais à la façon dont la nature gère les cycles de perte et de renouveau. Mais les humains ne sont pas des arbres. Nous portons des cicatrices qui ne guérissent pas avec la saison suivante. Et pourtant, niché dans le balancement des branches, une leçon se cachait. Même l'arbre battu par les intempéries reste debout jusqu'à ce que ses racines soient arrachées. La question qui me tourmentait était simple et cruelle. Combien de temps mes racines résisteraient-elles au poids de ce qui allait bientôt se révéler ? Ces pensées me venaient par vagues. Certaines nuits, je me réveillais dans le noir, le cœur battant la chamade, comme si j'avais entendu quelqu'un m'appeler. L'espace devenait exigu et le silence pesant. À ces moments-là, je comprenais que la vérité n'était plus un choix. Elle arrivait, inévitable, telle une tempête qui s'annonce bien avant son arrivée. Et dans cette attente, j'ai compris, le mystère ne les concernait pas seulement. Il me concernait aussi, moi, la personne que je deviendrais lorsque la révélation éclaterait. Car certaines vérités non seulement détruisent ce qui a été construit, mais nous obligent aussi à reconstruire à partir des ruines. Et je sentais déjà le sol trembler sous mes pieds, annonçant que le moment approchait. Quand la vérité s'est enfin imposée à moi, ce ne fut pas un coup d'éclat, mais avec la délicatesse de quelque chose qui avait toujours été là et que, pour une raison inconnue, je refusais de voir. C'était comme si j'ouvrais lentement un rideau et réalisais que le paysage derrière la fenêtre était déjà formé, attendant que je trouve le courage de l'affronter. À cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de trahison ou de secret. Il s'agissait de retrouver ma propre voix, si souvent étouffée par des regards méprisants, des paroles froides et des silences plus douloureux que n'importe quel cri. J'ai senti le poids de la transformation en moi. La peur qui m'avait paralysé s'est transformée en détermination. C'était comme si, durant ces jours de tension, j'avais forgé une nouvelle version de moi-même, plus forte, plus consciente, plus complète. L'image était claire, je me voyais comme un arbre ancien, marqué par des cicatrices sur son tronc, mais toujours debout, avec des racines profondes qui avaient résisté à toutes les tempêtes. Et à cet instant, j'ai compris que ces cicatrices n'étaient pas des signes de faiblesse, mais de victoire. Le contraste entre ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné m'a comblé. Oui, j'ai perdu l'illusion d'une confiance aveugle, mais j'ai acquis la certitude que ma dignité ne pouvait m'être enlevée. J'ai perdu la naïveté de croire aux mots, mais j'ai trouvé la force de me fier à mon propre regard et à mon instinct. Cet échange peut paraître cruel, mais c'est précisément dans cet équilibre entre perte et gain que la vie nous offre ses leçons les plus dures et les plus formatrices. Et c'est peut-être précisément ce qui nous relie ici. Chacun de nous porte en lui sa propre version du silence et de la révélation,
Chacun a ressenti l'ombre de la peur et une lueur d'espoir. À ce stade, beaucoup ressentent le désir de laisser leur empreinte, de soutenir ce cheminement par un simple geste, que ce soit en aimant, en commentant ou en choisissant de rester membre de cette communauté. Car la transformation n'est pas seulement la mienne, elle s'amplifie lorsque vous la partagez. Avec le recul, je vois le chemin parcouru comme un champ semé de cicatrices dans la terre, mais aussi de fleurs s'épanouissant parmi les pierres. La leçon est gravée à chaque pas, la gentillesse n'est pas synonyme de soumission, le silence n'est pas synonyme de faiblesse, et la vérité, lorsqu'elle trouve le bon chemin, trouve toujours la lumière du jour. La fin de cette histoire n'est pas la fin, mais l'ouverture d'un espace plus vaste où chacun de nous peut se reconnaître dans un fragment et se sentir comme à mes côtés. C'est avec ce sentiment que je vous lance mon invitation la plus sincère. Restez, partagez vos impressions, abonnez-vous, car ce que nous avons vécu ensemble n'est pas qu'une histoire racontée, c'est une expérience transformatrice qui prend encore plus de force grâce au partage. Et quand je ferme les yeux un instant, je ressens le privilège d'avoir parcouru ce chemin et de pouvoir dire, avec la sérénité que seul le temps apporte, que peu importe l'épaisseur des ombres, la lumière trouve toujours un moyen d'entrer.